Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le mardi 15 septembre 2015, à moins de 24 heures donc de l'ouverture de la réunion du FOMC, ce comité qui décide de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale des États-Unis qui prend une décision monétaire jeudi à 20 heures, en tout cas qu'il l'annonce, qu'il la rend publique. Et puis à 20h30, une conférence de presse que tout le monde attend, celle de la présidente de la Réserve fédérale, avec une question majeure qui se pose cette semaine. Cette deuxième semaine du mois de septembre 2015 sera-t-elle celle d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, quelque chose qui n'est plus vu depuis 7 ans. Cela fait 7 ans que la Réserve fédérale pratique une politique de taux zéro. Le dernier cycle haussier des taux d'intérêt connus avait eu lieu entre 2005 et 2007. Voilà en tout cas qui entretient l'incertitude sur la réaction du prix des actifs financiers et au-delà bien sûr de l'incertitude liée bien sûr aux perspectives macroéconomiques des États-Unis mondiales et bien sûr à la lecture que la Réserve fédérale en a. Alors, moi je vais revenir sur un certain nombre d'éléments, ne pas occulter le fait que l'économie américaine est dynamique, va mieux, produit des bonnes statistiques, notamment le marché du travail. Pour autant, est-ce que la Réserve fédérale a atteint l'ensemble de ses objectifs, notamment en ce qui concerne l'évolution des prix? Ça c'est moins certain, mais quand bien même la Fed peut juger que l'état actuel de l'économie américaine peut justifier un début de normalisation du cycle des taux d'intérêt. Alors c'est la politique monétaire conventionnelle, le cycle des taux d'intérêt. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, au passage. Mais gardez bien à l'esprit que cela fait maintenant un an que la Fed normalise sa politique monétaire. Elle a arrêté d'acheter des actifs, le programme de quantitative easing. Elle a, à travers plusieurs opérations, réduit la liquidité excédentaire sur le marché monétaire aux États-Unis. Reste maintenant l'action à venir sur la politique monétaire classique, celle des taux d'intérêt, la politique standard, et cela par contre, ça n'a pas été vu depuis un certain temps. Alors, bienvenue, vous êtes donc dans le morning meeting de 11 heures, le point de marché DailyFX qui est global macro. On parle ici de tous les actifs, les matières premières, les paires majeures sur le forex, mineurs, croisés, des indices boursiers, les contrats de taux. Je vais d'ailleurs vous parler du Bund, puisque le Bund a bien progressé depuis une semaine avec la baisse des taux obligataires au sein de la zone euro suite, rappelez-vous, à la conférence de presse de Mario Draghi le 3 septembre, et puis aussi depuis la semaine dernière au repli des taux obligataires aux États-Unis qui impacte par effet de contagion les taux obligataires en Europe. Qu'en est-il maintenant du Bund? A-t-il atteint un objectif? Alors, avant cela, wait and see. Concrètement, je pense que cette expression résume l'état d'esprit actuellement dans les grandes salles de marché. Tout le monde attend. L'idée, c'est de ne pas non plus s'enfermer dans le bookmaking. On n'est pas là pour s'enfermer dans un jeu de probabilité. Mais malgré ça, le marché spécule. Alors, dans cet article qui se trouve en page d'accueil du site dailyfx.fr, que je vous invite à lire, j'ai voulu répondre à certaines questions pour tenter d'éclairer la situation justement. Tout d'abord, la Réserve fédérale a-t-elle atteint ses objectifs macroéconomiques? Vous avez ici un tableau qui vous rappelle les objectifs macroéconomiques de la Fed. Ce n'est pas seulement le marché du travail, c'est aussi l'évolution des prix, le rythme de la croissance économique. Vous avez bien sûr la façon dont les investisseurs se positionnent sur le marché à travers leur position sur le marché des futurs. Vous avez ici des probabilités basées sur le prix des contrats futurs basés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, qui ont donc une échéance mensuelle. Et en fonction du prix de ces contrats futurs, on en déduit des probabilités dites implicites, parce qu'elles découlent du positionnement des investisseurs sur ces contrats à terme. Et il s'avère que le 17 septembre, donc jeudi, la Fed, selon ces probabilités, n'agira pas. Lorsqu'on étudie d'autres types de probabilités, comme par exemple des sondages, parmi la communauté des investisseurs, des analystes, il s'avère que c'est un peu plus serré. C'est 40% pour le maintien d'une politique de taux zéro, donc 60%, et 40% pour un premier relèvement des taux. Admettons tout de même que globalement, la réunion qui fait consensus est celle du 16 décembre. Simplement, je vous rappelle que d'ici la fin de l'année, il reste 3 réunions du FOMC, 3 décisions de politique monétaire. 2 seulement s'accompagnent d'une conférence de presse, mais
Peut-on envisager sérieusement que la Réserve fédérale prenne une telle décision le 16 décembre, en fin d'année? Alors au final, du point de vue temporel, ce n'est pas non plus inenvisageable de voir la Fed décider, agir le 17 septembre, donc jeudi prochain. En tout cas, vous avez ici le détail des probabilités implicites actuelles, donc de voir la Fed normaliser sa politique monétaire lors de ces donc 3 derniers rendez-vous de l'année. Le contexte mondial, alors clairement, c'est ce qui fait que on peut avoir le sentiment que la fenêtre de tir n'est pas idéale. Sur le plan macroéconomique, bon, la Chine, le Brésil, mais bon, pourtant ça va mieux au sein de la zone euro, alors quelle va être la lecture de la Réserve fédérale. Je pense que le contexte mondial actuel, et je parle aussi bien sûr du prix des matières premières, c'est probablement un certain nombre de choses sur lesquelles vont se porter les questions lors de la conférence de presse, puisque en août dernier, en amont d'ailleurs du choc sur les marchés actions, alors qu'on sentait déjà quelques pressions, il n'y avait pas eu de conférence de presse. Alors toutes les questions qui ont été posées le 3 septembre à Mario Draghi seront probablement posées à Madame Yellen ce jeudi 17 septembre, notamment sur le sujet du contexte macroéconomique mondial et l'étanchéité, en tout cas le degré d'étanchéité de l'économie américaine. Et ça, ce sera probablement les questions les plus importantes qui seront posées. Alors, dernière question, avant-dernière question que j'ai voulu soulever dans cet article, les marchés ont-ils anticipé une hausse des taux? J'ai le sentiment que non. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont dans les cours, l'arrêt des achats d'actifs, le fait que la Banque centrale récupère les liquidités qu'elle a prêtées aux banques, tout simplement parce que les banques sont contraintes, c'est contractuel, de racheter à la Réserve fédérale les titres qu'elle-même leur avait achetés auparavant en échange de liquidités. Reste que la politique monétaire basée sur les taux d'intérêt, la politique monétaire conventionnelle, la standard, la toute simple, cela fait 7 ans qu'elle n'a pas été changée. Cela signifie que déjà de nombreux investisseurs n'ont jamais connu un cycle haussier des taux d'intérêt, puisque la dernière fois qu'on a vu ça, c'était entre 2005 et 2007. Et le fait de ne pas connaître une situation de marché peut créer beaucoup de volatilité. Et ça, c'est probablement aussi ce qui fait consensus. Je dirais que quel que soit ce que décidera la Réserve fédérale le 17 septembre, le 28 octobre ou le 16 décembre, cela entraînera dans un premier temps de la volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est concrètement le point haut, le point bas qui sera inscrit dans le sillage de cette décision. Il y a donc 3 dates. Le 17 septembre présente, je dirais, l'avantage d'y inclure une conférence de presse qui permet de s'expliquer et peut-être d'apaiser les craintes. Le 28 octobre, il n'y a pas de conférence de presse. Peut-on agir, normaliser la politique monétaire conventionnelle sans conférence de presse? Et le 16 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, est-ce là aussi une belle fenêtre d'opportunité? Alors, peut-être qu'au fond, cela nous renvoie en 2016 et au 27 janvier 2016. C'est peut-être au fond la date qui paraît la plus sérieuse, le 27 janvier 2016, eu égard, je dirais, à ce contexte macroéconomique mondial qui n'était pas, en juin dernier, lorsque la Fed s'est exprimée, une source d'inquiétude. Et par contre, cela l'est clairement devenu, notamment l'été, en provenance de grandes économies émergentes, pas seulement la Chine, on parle aussi du Brésil, et de manière générale, les matières premières, on pensait qu'elles pouvaient s'être stabilisées au début de l'été, le pétrole et beaucoup de matières premières ont chuté cet été. Donc, il y a des nouvelles données contextuelles qui peuvent amener la Fed à reporter son action de normalisation classique, conventionnelle, sur l'année prochaine. Reste que le marché spécule et va de toute façon continuer de spéculer. Au moment où je vous parle de probabilité, 28% celles basées sur les contrats futurs, 40% celles basées sur un sondage réalisé parmi donc des analystes financiers. Dernière question, cycle des taux d'intérêt, donc politique monétaire conventionnelle et dynamique du prix des actions. Vous avez sous les yeux un graphique qui superpose 10 années de taux d'intérêt aux États-Unis, alors celui de la Fed, les Fed Funds, et l'indice Dow Jones.
on a connu entre 2005 et 2007 une bonne quinzaine de hausses de taux consécutives et un marché action US qui a pris 50% de hausse. Alors, bien sûr, le contexte était complètement différent. Vous voulez avoir une illustration de ce contexte complètement différent? Ouvrez votre graphique du pétrole et souvenons-nous quelle était la dynamique du prix des matières premières entre 2005 et 2007 pour bien mesurer la différence. Alors, ok, par le passé, le prix du pétrole, les taux d'intérêt, ont monté et les actions montaient. Sauf que lorsqu'en 2005 et 2007, la Fed montait ses taux, c'était pour lutter contre le risque inflationniste. Regardez la dynamique générale du prix du pétrole entre 2005 et 2007. Le prix du pétrole est passé de 36 $ à presque 150 $, dans un mouvement qui est devenu vertical à partir de la fin d'année 2006. Alors, il y avait à l'époque, du point de vue du régime des prix, toutes les bonnes raisons d'enregistrer 15 hausses consécutives de taux. Alors, je dirais qu'actuellement, vous l'avez bien compris, en ce qui concerne le prix, les prix dans leur ensemble, on n'est absolument pas dans le même registre. Par contre, sur le plan du marché du travail, en effet, il s'avère que les données récentes montrent que ce marché du travail, du point de vue des statistiques officielles en tout cas, et en tenant compte du taux de participation au plus bas, eh bien, retrouve un taux de chômage proche de ce qu'il était en 2005-2006. Alors vous voyez que la réponse est loin d'être évidente. J'ai choisi ce matin pour l'article une expression « wait and see », parce qu'au fond, j'ai la conviction que c'est probablement ce qui prédomine dans la plupart des grandes salles de marché. Voilà pour l'introduction fondamentale, j'en dirai pas davantage, vous pouvez lire l'article si cela vous intéresse. Revenons à nos moutons, la séance du jour. 4 statistiques. L'indice ZOO en Allemagne, les conditions économiques actuelles, le sentiment, 2 statistiques, 2 sous-composantes de l'indicateur, elles se neutralisent. Une est bonne, une est mauvaise. Elles se neutralisent ce matin. 14h30, les ventes au détail aux États-Unis. Un chiffre, bien sûr, qui aura un impact sur le dollar américain, qui n'influencera probablement pas la décision de la Fed. Alors, quand bien même le FOMC se réunit à partir de demain, généralement, il ne tient pas compte des toutes dernières données. Par contre, les données du mois d'août, il va les intégrer. Et notamment le choc macroéconomique du mois d'août. Alors, forcément, ça milite, je dirais, en faveur d'un statu quo. Par contre, quel sera le contenu de la conférence de presse, et c'est justement ça qui va générer de la volatilité, c'est que lorsqu'on prononce un discours, lorsqu'on choisit des mots, eh bien, c'est pas forcément évident d'interpréter dans la foulée, ce qui ne fera qu'augmenter justement la volatilité. À 15h15, les chiffres de la production industrielle et à 16h, le stock des entreprises. Alors, je vous propose maintenant un tour d'horizon des actifs. Vous êtes dans le morning meeting, donc concrètement on peut parler de tout. Il y a une stratégie qui me semble se poursuivre sans volatilité particulière. Il s'agit du prix de l'once d'or. Ce qui m'intéresse sur l'once d'or, c'est que le point haut, le 24 août dernier, coïncide précisément avec le point bas sur les equities, le point bas sur le dollar américain et le point haut sur l'euro-dollar. Reste que l'once d'or, ce n'est pas un taux de change, ce n'est pas un indice boursier, cela reste une matière première, ça c'est un fait. Les matières premières, elles sont globalement sous pression. D'ailleurs, hier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, a mis à jour ses perspectives de demande et d'offre de pétrole, notamment pour l'année 2007, et l'OPEP a annoncé hier une baisse de ses anticipations de demande suite au ralentissement dans les pays émergents. Alors forcément, la demande, les importations en provenance de ces grandes économies vont diminuer. Dans les pays émergents, l'OPEP, dans son tableau de perspective de la consommation mondiale de pétrole, vous allez voir qu'elle met la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, etc. Et c'est toute cette partie du tableau pour lesquelles les anticipations 2016 ont été revues en baisse. Ça fait en tout cas partie des éléments qui continuent d'exercer une pression sur les matières premières. Alors elles ne font pas forcément de nouveaux plus bas, mais elles se maintiennent à un niveau bas. Ce qu'on peut dire de l'once d'or depuis le 24 août,
si l'on appréhende ce que j'appelle le cycle chartiste, c'est qu'il est stable. Alors stable, c'est-à-dire qu'il est récurrent. Chaque jour ou tous les 2 jours, on casse un support, le marché le teste dans le cadre d'un mouvement de retour. Alors le libellé anglais c'est pull back, remonte, teste le niveau et on rejette dans le sens de la dynamique. Et pour le moment cela se poursuit. La dernière fois que ce marché a cassé un support c'était la semaine dernière. Depuis il est dans une phase de transition latérale et jusqu'à preuve du contraire, tant que la dynamique se poursuit, il faut la privilégier. Alors certes hier on a eu une mèche basse à 1098, le marché s'est repris. Admettons qu'on n'avait pas eu une telle configuration en marteau intraday depuis le 24 août, mais à court terme, on pourrait presque avoir le sentiment qu'on est dans un petit fanion ici en H4 et qu'un point de contact avec cette ligne de tendance pourrait entretenir la dynamique de repli de ce marché. Alors vous allez me dire pourquoi je commence par l'once d'or alors que c'est le morning meeting, qu'on pourrait commencer par les indices boursiers ou les taux de change. Eh bien parce que c'est probablement parmi les actifs là où il existe un mouvement, je dirais, stable sur le plan de l'analyse technique, pas trop volatile et dans le sens de la tendance. Prenez le DAX depuis le début de l'année, depuis le début de la semaine, c'est hyper volatile. Alors maintenant j'en viens au Bund. Peut-on encore atteindre le niveau des 156? Le marché est monté à 155,28. Alors attendez, je vais prendre le plus haut. Non, 155,52. Peut-il encore progresser en direction des 156? Tout d'abord, les fondamentaux l'autorisent, ça c'est une chose. Si la Fed n'agit pas, si elle conserve un discours accommodant, les taux obligataires aux États-Unis vont se replier fortement, c'est déjà un peu le cas depuis quelques séances, ce qui pourra entraîner un repli des taux obligataires des pays dits cœur au sein de la zone euro, donc notamment l'Allemagne, donc le contrat de taux allemand Bund. À cela s'ajoute le fait qu'il y a actuellement sur les marchés de la dette, sur les marchés obligataires, un arbitrage qui se fait de la dette souveraine de certains grands pays émergents, dont la dette a pu récemment être dégradée, avec dans ces pays-là forcément les taux obligataires souverains qui s'envolent pour sanctionner le risque économique. Alors forcément ça peut profiter à d'autres contrats de taux, et notamment le Bund depuis le 3 septembre dernier. Admettons tout de même que le point de départ de la hausse de ce marché le 3 septembre, a été permis par une banque centrale européenne particulièrement accommodante, bien que reconnaissant l'amélioration des fondamentaux économiques au sein de la zone euro. Que nous dit maintenant à court terme l'analyse technique? Alors, ça commence à légèrement temporiser. Le premier support sur le Bund se trouve à 155. Je n'aimerais pas voir ce niveau de prix brisé. Je vais essayer ici d'attraper une ligne de tendance. Mais je suis en train de me dire que ça commence à plafonner. On s'est approché des 156, qui est une zone importante parce que c'est le prix auquel... c'était le prix du contrat lorsque la BCE a lancé son QE. Alors 155, ce sera le rempart. Si le marché bascule sous 155, j'abandonne la vue de marché positive, qui aura déjà quand même bien fonctionné depuis 13 jours. Au-dessus des 155, pourquoi pas prolonger en direction des 156. Ce sera donc le garant, l'ultime niveau technique qui, s'il était rompu, eh bien, mettrait à mal ou clôturerait cette stratégie. Alors on va parler du CAC 40 maintenant, forcément, on est dans le morning meeting de 11h. Les marchés actions européens, la situation technique, elle est stable depuis le 27 août. Alors vous allez me dire, mais non, elle n'est pas stable. Alors, je mets entre parenthèses l'excès du 9 septembre. Rappelez-vous, la matinée du 9 septembre, gap haussier, le marché tente de s'envoler. Le Nikkei avait pris 7%. Et donc, les indices boursiers de la zone euro ont tenté de dépasser la partie haute des ranges qui se déployaient depuis la fin du mois d'août. Reste que ce jour-là, le volume était faible. Dès l'ouverture de la session nord-américaine sur les marchés actions, ces indices boursiers de la zone euro se sont repliés pour finalement, en clôture, à 17h35 pour la bourse de Paris, clôturer sous les résistances. De tête, 3300 sur l'Eurostoxx 50, 4687 sur le CAC, 10 380 sur le DAX.
Et finalement, en excluant cet excès du 9 septembre, le marché action est neutre depuis le 28 août. Et le CAC 40, lui, a des bornes d'oscillation propres. 4483, 4587. Voilà la seule chose que l'on peut dire en utilisant l'analyse technique sur le CAC. À court terme, les 4537 sont une résistance. Par contre, 4483 pourrait faire réagir les cours. Et en partant du principe que la Fed conserverait une approche accommodante, ce qui me semble être le scénario le plus réaliste du fait du contexte macroéconomique, agir, relever les taux serait osé. Ce serait une façon, je dirais, de tester le marché. Mais alors, il va falloir clairement étudier la conférence de presse et bien choisir les mots. Alors, je ne sais pas si le FOMC va se préparer à cet exercice. Pensez bien que personne ne sait. Il n'y a pas de petite, on n'a pas de micro. Le FOMC se réunit à partir de demain pendant 2 jours. Donc, le wait and see l'emporte. Mais jusqu'à preuve du contraire, 4480 points est un support sur le CAC. Alors qu'en est-il du DAX maintenant? Après je reviens sur les paires majeures. Le DAX, la situation graphique, elle est stable aussi. Elle l'est depuis le 11 septembre, donc depuis vendredi dernier. Situation technique stable sur le DAX. Je pense que cette ligne de tendance haussière qui a été achetée hier est désormais malmenée. Je la supprime pour simplement me contenter d'un niveau horizontal à 10 078. En fait, c'est une zone comprise entre 10 050 et 10 078 qui correspond à peu de choses près aux 4 480 et 4 500 du DAX en Allemagne. Alors voilà sur quel niveau de prix ce marché se stabilise. Le DAX surperforme légèrement puisque le CAC en réalité est revenu carrément dans la partie basse de son range, l'équivalent des plus bas ici du 1er et du 4 septembre. Et donc au moment où je vous parle, nous avons un CAC à proximité de l'intervalle 4480-4500 et un DAX à proximité de l'intervalle 10 048, 10 078. Donc plutôt sur des niveaux de support. Qu'en est-il de l'Eurostoxx 50 qui justement sert de benchmark au sein de la zone euro? De la même façon, cette ligne de tendance est actuellement en train d'être malmenée. Sur l'Eurostoxx 50, alors l'Eurostoxx 50 c'est très important parce que figurez-vous que c'est l'indice qui est suivi dans les grandes banques d'investissement. Sachez simplement que lorsque le 9 septembre l'Eurostoxx 50 s'est envolé, un niveau de prix faisait, parler de lui dans les grandes salles de marché, c'était tout simplement les 3300 points de l'Eurostoxx 50. Où finalement même ceux qui défendent la tendance de fond des marchés actions se sont dit 3300 quand même, ça se vend. Puis il y a énormément de positions short prises sur des contrats à terme sur l'Eurostoxx 50 à 3300. Mais au moment où je vous parle, notez donc je dirais la limpidité technique du range sur l'Eurostoxx 50. Alors vous avez sous les yeux le CFD EUSTX 50, 3142, 3160, 3280. Donc, c'est pas encore au point près, mais disons que 10 050, c'est un support sur le DAX, 4480 sur le CAC, et 3142 sur l'EUSTX 50. Ces niveaux peuvent tenir si la Fed conserve une approche accommodante. Mais là encore, il ne faut pas forcément croire cela. Imaginons que la Fed conserve une approche accommodante, mais en expliquant ensuite aux conférences de presse qu'elle le fait parce qu'elle identifie d'importants risques macroéconomiques mondiaux. Alors, voilà où réside l'incertitude. Mais je pense qu'au fond, le marché fera le choix de se positionner long sur les equities si les taux restent à zéro, parce que comme nous le savons, si vous superposez les taux et les marchés actions depuis 2008, admettons tout de même que la politique de taux zéro est quand même un des piliers de la hausse des marchés actions. Et c'est justement le retrait de ce pilier qui crée l'incertitude. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'once d'or, sur le contrat de taux allemand Bund
sur les taux obligataires, sur les grands indices boursiers de la zone euro. Maintenant, je vais vous parler des paires majeures, du taux euro-dollar, de l'USD-Yen, du câble, avec une vue de marché inchangée depuis ce matin, puisque concrètement, lorsque j'étudie les bougies intraday de l'euro-dollar, elles sont identiques depuis hier 14 heures. L'euro-dollar, depuis hier 14 heures, oscille à plat sous les 1,1330 $, mais au-dessus des 1,1280. Voilà actuellement le range qui se déploie sur ce marché. Alors, il faut y voir à la fois une stabilisation de l'euro, du dollar US, à peine stabilisation, il commence à glisser un peu moins. Ce niveau correspond aussi à une zone de retracement. Alors, disons que le marché a probablement en mémoire la phase de baisse forte entre les 1,1750 $ et les 1,1090. Le marché a retracé une partie, a tenté d'ailleurs de s'installer au-dessus des 1,1330, qui correspond à 38,2 de retracement, pour finalement rester en dessous. Et donc pour le moment, les 1,1330 $ font office de résistance sur le taux euro-dollar. Alors, qu'en est-il du taux USD-Yen? Alors l'USD-Yen, la ligne de tendance a agi un instant, et puis elle a été rompue, je la retire. Finalement, je la laisse parce qu'elle peut retrouver un certain rôle chartiste à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on va la laisser. Le taux de change USD-Yen lui retrace une partie de son avancée depuis le 8 septembre dernier. Donc, je vais prendre ici un retracement de Fibo pour constater qu'on les a tous enfoncés un à un. Ce qui maintenant est important sur le taux USD-Yen, rappelez-vous, il avait donné un signal d'achat le 8 septembre en réalisant un double creux chartiste sur les 118,80. Eh bien, le niveau des 119,45 correspond à la ligne de coût de cette structure. Alors vous pouvez constater l'existence de cette ligne de coût en basculant sur les cours de clôture, et vous allez voir que c'est donc le cours de clôture qui sépare les deux bottoms sur 118,90. Pour le moment, le taux USD-Yen vient de réaliser une sorte de marteau en H1, c'est pas très suffisant encore, probablement pas suffisant comme argument technique pour envisager la formation d'un creux. Mais admettons qu'on arrive sur une zone qui est susceptible peut-être de stabiliser la phase de baisse, qui a été sans peur et sans reproche sur les 8 dernières heures, avec un marché qui est passé de 120,50 à 119,50. Et donc là on revient à proximité d'une zone de support à 119,45 ici en cours de clôture. Alors sur le taux de change AUD-USD, le dollar australien a bénéficié d'un rachat de position vendeuse d'environ 400 pips depuis le 6 septembre, essentiellement grâce au bon rapport sur le marché du travail en Australie. Le taux de change AUD-USD revient au contact de cette ligne de tendance baissière en place depuis le 14 mai, donc la ligne de tendance qui attrape le point haut du 14 mai et le point haut du 19 août. Et je formule l'hypothèse d'une compression en biseau sur l'AUD-USD en H4. On constate ce matin que le marché a testé la ligne de résistance, ici, à 0,7170, mais pour l'instant, le cours reste soutenu par la ligne de tendance haussière en place depuis le 10 septembre. Alors, s'agit-il d'un wedge? J'ai envie de dire, tant qu'on reste sous l'oblique de résistance en place depuis le mois de mai dernier, c'est un scénario envisageable qui d'ailleurs irait dans le sens de la poursuite du repli de l'once d'or. Bon, l'USD-CAD va pas y passer la matinée. Triangle, triangle, triangle et triangle en place depuis 2 semaines maintenant, en dépit de tous les agrégats économiques possibles et imaginables en provenance du Canada, tout, mais tout. L'inflation, le PIB, les chiffres du marché du travail, l'énergie, les puits de pétrole, rien n'y fait. La décision de politique monétaire, rien n'y fait. L'USD-CAD temporise dans un range, pour 2 raisons. Le dollar US est très incertain avant la Fed. Le dollar canadien s'est globalement stabilisé parce que le pétrole se stabilise, mais se stabilise sur un niveau très bas. Combien de temps peut se prolonger cette phase de dérive latérale qui prend la forme d'un triangle chartiste? Écoutez, j'ai le sentiment qu'on en sort cette semaine. Alors probablement grâce à l'USD. Le NZD-USD, situation chartiste parfaitement stable depuis la semaine dernière, la baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, avec un range trading rectangulaire d'environ 250 pips, entre 0,6240 et 0,64 $.
Alors le marché se reprend à court terme depuis la partie basse. On peut tracer un certain nombre de lignes de tendance qui attrapent les derniers creux. On sent que le marché d'ailleurs commence à légèrement marquer le pas, mais honnêtement, lorsqu'un actif marque le pas en plein milieu d'un range, ça ne donne pas non plus une probabilité d'action énorme ici. Alors le GBP-USD tient choc, le GBP-USD reste bien orienté. Moi ce qui m'avait marqué lorsque j'ai proposé lundi matin dans le Good Morning Euro-Dollar le tour d'horizon des chandeliers hebdomadaires des paires majeures, c'était la structure en avalement haussier hebdomadaire. Et bien force est de constater que c'est encore pas mal. Le GBP-USD, on a donc en données weekly ici, donc les bougies japonaises hebdomadaires, cette structure en bullish engulfing, très proche d'ailleurs de celle qui avait été proposée sur le câble en avril dernier, la première quinzaine du mois d'avril, qui m'invite toujours à croire que si le dollar américain devait baisser davantage avec la réserve fédérale, eh bien le GBP-USD serait un bon candidat. Mais le GBP-USD rencontre tout de même une résistance à 1,5460. Alors, c'est ça qui me dérange un peu sur le GBP-USD, c'est cette résistance horizontale qui, je dirais, peut-être risque de neutraliser l'effet de l'avalement haussier. C'est comme au fond une balance. Vous avez une balance, vous avez donc vos deux plateaux, et dans chacun des plateaux, vous mettez des poids équivalents. Forcément, cela se traduit par un équilibre des forces. La balance reste plate. C'est le même principe pour la formation du prix des actifs financiers. Vous avez là deux facteurs techniques d'un poids équivalent. La balance reste donc plate, ce qui se traduit ici par un marché latéral sur le GBP-USD au-dessus des 1,5380 mais en dessous des 1,5460. Alors, la situation est complexe là aussi et est probablement davantage neutre que ce que j'ai pu envisager au début de la semaine. Alors, je continue le tour d'horizon de tous les actifs. L'argent, toujours sous pression. Signal technique de vente donné sur l'argent le 11 septembre dernier, donc vendredi 11. Le marché se replie. Le marché peut basculer sous les 14,28 $. Et si c'est le cas, eh bien, je confirme cette cible à 14 $ sur le prix de l'argent métal. Ensuite, parmi les paires majeures, je pense que je les ai toutes évoquées. J'ai parlé de 3 indices boursiers européens, j'ai parlé des marchés de taux à travers le Bund. Je vais vous dire un mot du pétrole, de quelques paires mineures croisées et ensuite vos questions. J'attire simplement votre attention sur l'extrême neutralité du prix du pétrole, mais sur un niveau bas, avec un triangle. Le risque, bien sûr, vu la tendance de fond, c'est un jour d'en sortir par le bas. Moi, je vous conseille de vous positionner en fonction d'un indicateur de tendance cette fois-ci. Un indicateur de tendance, d'ailleurs, si vous vous intéressez aux indicateurs, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, la section éducative, où on a des vidéos, des enregistrements sur tout un tas d'indicateurs, et d'ailleurs on vous en prépare des nouveaux. Vous allez voir des webinaires sur des indicateurs techniques. Par exemple, Sylvain utilise beaucoup l'indicateur de stochastique. C'est quoi la différence avec le RSI? Comment ça s'utilise? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça s'utilise avec? Bon, là ce sont des choses, des supports, on va prendre le temps de vous préparer. Revenons à nos moutons. Un indicateur de tendance m'intéresse sur l'US Oil, c'est la moyenne mobile simple à 20 jours. Elle est là. Elle n'est pas optimisée, pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'elle avait bien, je dirais, cadré le cycle du marché tout au long de l'été. Et c'est d'ailleurs sa cassure haussière le 28 août dernier qui a permis au marché de se stabiliser. Admettons que cette MM 20 jours a été achetée le 10 septembre et a été achetée le 14 septembre. Ce qui m'inquiéterait beaucoup, ce serait qu'elle soit à nouveau brisée. Si les cours basculent en dessous, forcément, je ne donne pas cher du prix du pétrole. Donc c'est l'indicateur de tendance que je vous invite à surveiller sur le pétrole brut texan, la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors, les indices boursiers américains, ce sera très facile pour moi d'en parler puisque c'est rigoureusement le même graphique depuis le 1er septembre. Il n'y a pas eu de piège comme sur les indices boursiers de la zone euro qui avaient tenté de sortir par le haut des ranges. Wall Street ne donne aucun piège depuis le début du mois, c'est neutre, dans des configurations en triangle d'ailleurs, rectangle, sur le SP500, le Dow et le Nasdaq. Et ça, j'en reparle cet après-midi dans le Wall Street Insider. J'ai bien l'impression que le marché va rester dans ces ranges en attendant la réserve fédérale. Alors, je dirais que le scénario
le plus probable, c'est d'en sortir par le haut si la Fed maintient sa politique de taux zéro, mais encore, là, il ne faut pas non plus peut-être s'enfermer dans des schémas trop simplistes. Imaginons que la politique de taux zéro soit maintenue, mais qu'elle soit maintenue parce qu'il y a des vrais risques pour l'économie américaine. Est-ce que vraiment les indices pourraient réagir à la hausse? C'est hyper incertain. Au moins aussi incertain que semblent le traduire les probabilités d'action. Et concrètement, je pense qu'actuellement, le meilleur indicateur qu'on a, c'est l'absence de mouvement directionnel sur le prix des actifs financiers, notamment sur les indices boursiers. Même au fond, l'euro-dollar, qui depuis le début du mois a doucement monté, mais pour pas non plus réaliser quelque chose de transcendantal. Et à court terme, pour le moment, il reste en position sous les 1,1330. Une proportion de marché donc qui va m'intéresser. Alors, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, soyez quand même conscients. Donc, voilà, il y a le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 qui sont pas loin de support quand même, des supports horizontaux à suivre. Et donc, un niveau que je surveille sur le taux USD Yen à 119,45. La ligne de coup donc du double bottom qui avait été fait ici sur 118,90. Même si là le trend il est quand même bien baissier, il faut quand même le reconnaître. Ok, bah écoutez, maintenant je vais jeter un œil à vos commentaires, si j'arrive à y accéder. Voilà, ils sont juste là. Oh, j'espère que le son l'image fonctionnait normalement, sinon j'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure, ce qui serait dommage. Alors, Ahmed, alors question d'Ahmed sur le Forex, et notamment la différence entre un contrat spot et un contrat futur. J'ai envie de vous dire que c'est justement différent. C'est même deux marchés qui s'opposent, le marché spot et le marché des futurs. Et on ne peut malheureusement pas répondre à votre question de manière simple, puisque sur le marché des futurs, il y a des échéances. Alors ces échéances, elles sont soit mensuelles, soit trimestrielles, selon les contrats concernés. Et le principe de ces contrats futurs, c'est que selon les échéances, ils n'ont pas le même prix. Et c'est par exemple comme ça qu'on en déduit des probabilités implicites sur les taux d'intérêt de la Fed, puisqu'on se base sur le prix des contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds selon les échéances. Et on fait coïncider ces échéances avec les dates de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors, bonjour Bruno. Le dollar US baisse depuis la semaine dernière. C'est une vérité, Bruno. Et l'or aussi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un mouvement qui est lié aux matières premières, au positionnement des investisseurs sur les matières premières. Alors ça, je dirais que c'est un peu la réponse automatique qui me vient. Après, faut-il y voir derrière ces positions vendeuses sur l'once d'or des anticipations accommodantes de la Fed? Bon, c'est vraiment pas évident de répondre à cette question, moins accommodante, pardon, de la Fed. C'est pas évident. Honnêtement, hormis les récents chiffres macroéconomiques en provenance des grands pays émergents, et notamment de la Chine, et notamment des chiffres de l'activité industrielle, l'industrie chinoise consomme de l'once d'or, consomme de l'or, en importe. Bon, je ferai, je pense, pour être simple, le lien entre ces agrégats industriels chinois et le prix des métaux précieux. Mais admettons tout de même qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'or remonte ou se stabilise avec la baisse du dollar américain, ce qui semble être mis entre parenthèses à court terme. Alors Lionel, quel effet d'un relèvement des taux sur les indices boursiers? Ça c'est forcément la question à 1000 $. Hein. Pour vous répondre avec certitude, je dirais de la vol, ça c'est certain. Que nous enseigne le passé? Je vous remontre cette capture d'écran, je vais zoomer dessus, qui superpose les taux de la Fed et le Dow Jones. Alors entre 2005 et 2007, la hausse des taux était régulière et le Dow Jones a monté.
mais entre 2005 et 2007, on voulait lutter contre le risque inflationniste. C'est très différent parce qu'aujourd'hui, on cherche à lutter contre la baisse des prix, notamment celle des matières premières. Mais moi, je me souviens parfaitement à l'époque, on avait l'impression que la hausse du pétrole ne s'arrêterait jamais. C'était une des plus fortes tendances haussières des marchés. Entre 2004 et 2007, le pétrole n'a fait que de monter. À un moment, c'est devenu vertical, on parlait d'une bulle, et ça commençait à faire parler. Hein. Le prix du litre à Paris dépassait les 2 euros. Lorsque le baril est monté à 150 $, il y avait des notes de banque qui envisageaient 200 voire 250 $. Bon, finalement, c'était le point haut. Hein. C'est comme quand l'or est monté à 2000 et qu'il y avait des notes de banque qui envisageaient 4000. Bon, c'était le point haut. Mais tout ça pour dire que on était dans une situation qui est très différente. Alors, si la Fed relevait ses taux, je pense que derrière, c'est surtout la question de savoir si elle va le faire régulièrement ou si elle le fait une ou deux fois et qu'elle arrête. Donc, malheureusement, Lionel, à votre question, quel effet aurait un relèvement des taux sur les indices boursiers? De la volatilité, mais malheureusement, la question doit être complétée. Parce que là, on ne peut pas répondre de manière simple. Il n'y a pas un modèle schématique tout simple. Le contexte macroéconomique étant quand même sérieusement différent. Vous voyez, le DAX a une réaction positive entre 10 050 et 10 078. C'est une zone de support qui est susceptible d'agir à court terme, de soutenir le DAX. Alors, j'ai pas mis les sons à fond. Si, c'est quand même assez fort. Alors, bon, beaucoup de questions sur les indices boursiers. J'ai tenté, bonjour Luc, j'ai tenté d'y répondre. Alors, le DAX, je me suis exprimé dessus assez largement. Idem le CAC, idem l'Eurostoxx 50. Alors, une question de Farid. Quelle opinion avez-vous sur l'US dollar index de FXM? Eh bien, l'opinion que j'ai sur l'US dollar index de FXM, elle est la suivante. Laissez-moi simplement afficher le graphique. Mon opinion, elle est la suivante. Une tendance baissière depuis lundi dernier, donc pas lundi 14, mais lundi 7. L'amorce d'une stabilisation, mais faible, à proximité d'un ratio de retracement, 38,2%, 11 977 points, proximité d'un bas de canal baissier, mais malgré tout une conviction à la stabilisation qui reste globalement faible. Le scénario, je dirais, sur le dollar américain, bien sûr cet après-midi l'impact des ventes au détail aux États-Unis, donc il y aura forcément, mais je pense que ces chiffres macroéconomiques avant la Fed vont ne faire que faire osciller le dollar dans ce canal. Pour en sortir, on aura besoin de la Fed. Donc on a malgré tout l'amorce d'une stabilisation, mais pas encore de débordement de résistance. Donc pour le moment, sans cassure de résistance, ça reste quand même une dynamique de baisse sur l'US dollar index. Les choses pourraient changer si les ventes au détail étaient solides et si une résistance court terme était dépassée cet après-midi. Voilà, bah écoutez, il est 11h45, donc là j'ai répondu à toutes vos questions. Alors Benoît63, vous avez le PC à fond sur votre PC, mais j'attire votre attention lorsque vous avez le carré là où vous accédez à mon écran. Vous avez donc le carré sur la page. Laissez traîner votre curseur de souris sur la partie basse de l'écran vidéo et vous allez avoir une barre de tâches qui va apparaître où vous pouvez à la fois ajuster la qualité et passer en haute définition, et vous pouvez surtout ajuster la molette de son qui est propre à la salle de marché et qui est distincte de celle de Windows. Et c'est probablement souvent ici que par défaut elle est mise tout en bas. Alors c'est vrai que ça devrait peut-être monter par défaut, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est là où vous allez pouvoir avoir davantage de son. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif au morning meeting de 11h. Prochaine émission à 13h, le 13h des day traders, le point donc sur les stratégies intraday proposées ce matin dans le rendez-vous des scalpers à 8h45, notamment sur le DAX, le CAC et l'euro-dollar. Quant à moi, je vous retrouve à 14h15 pour le suivi des ventes au détail aux États-Unis. Merci à tous et à tout à l'heure.